Bienvenue dans le podcast qui raconte les sportifs de haut niveau et leur donne la parole. Leur parcours, leur carrière, leur dévouement, cet amour pour leur sport. Découvrez ces championnes d'hier, aujourd'hui et demain avec Women Sport Stories. J'avais écrit sur mon agenda, un jour je serai championne du monde. La boxe m'a permis de comprendre que j'étais forte. L'entraîneur ne voulait pas de moi. Il voulait pas entraîner les filles. La boxe française était un sport très bourgeois, pratiqué aussi par les brigades du Tigre. Il est encore question de transmission, il est encore question de dignité, il est aussi question d'émancipation, bien évidemment, de féminisme, de donner la parole justement à des personnes qu'on invisibilise. J'ai pas besoin que vous racontiez nos histoires, on va le faire par nous-mêmes. De l'intérieur, on va donner notre propre version. Aujourd'hui, je reçois Aya Sissoko dans son élément puisque nous sommes à l'Apollo Sporting Club, une salle de boxe du 19e arrondissement. Aya est championne du monde de boxe anglaise et française, diplômée de Sciences Po, auteure et maintenant comédienne. Elle revient avec nous sur ses débuts dans la boxe, les particularités de ce sport, sa blessure, la reprise de ses études à Sciences Po et ses combats au quotidien contre les inégalités. Bonne écoute. Alors c'est parti. Aya, qui es-tu ? Oula, qui je suis Ça, tu rentres dans le dur tout de suite. Alors Aya, une gamine du 20e arrondissement, des parents qui sont nés au Mali, ancienne boxeuse, un sport que j'ai pratiqué pendant 20 ans. Maintenant, je suis auteure, comédienne, scénariste, je fais tout plein de choses et je suis aussi maman. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de boxeuse ? Alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans, donc c'est un sport que j'ai rencontré par hasard. Ma mère, qui commençait à travailler de nuit à partir de 17h, voulait savoir où se trouvent ses enfants quand elle était absente. Et donc elle s'est renseignée auprès de l'école primaire que je fréquentais. Il s'est avéré que le professeur de sport proposait la discipline. Donc j'ai commencé la boxe en même temps que le tir à l'arc, le judo, le volleyball, et puis plus tard l'athlétisme, le basket. J'ai toujours fait énormément de sport. Et comment ton choix s'est porté sur la boxe ? Finalement, la boxe, ça a été presque une évidence. Déjà, c'était l'un des sports qui me demandait le moins d'efforts. Voilà. Et puis, ça collait aussi à mon tempérament. Et comment t'étais quand t'étais enfant ? J'étais une emmerdeuse. Ouais. Comment dire ? Non, j'avais un sacré caractère et on va dire que j'étais déjà une enfant très très consciente, consciente des injustices, très empathique envers les autres. Et donc voilà, cette sensibilité, j'avais aussi besoin de l'extérioriser parce que il y a des choses que l'on voit, que l'on observe, que l'on comprend, mais on n'a pas forcément les mots pour les dire. Et donc c'était le corps qui prenait le relais et donc oui, et puis donc aussi beaucoup de colère. Et c'est vrai que la boxe a été un très bel outil pour exprimer tout ça. Ouais, donc c'est cette colère en fait que tu retransmettais après sur les Exactement. rings. Face à tout ce que j'observais, tout ce que j'avais aussi subi, donc la boxe était un très bel exutoire. Et à quel moment tu t'es dit que tu pourrais et que tu voulais en vivre, en faire une carrière ? Finalement, je me suis tout de même pas mal laissée porter. C'est-à-dire, j'ai commencé à 8 ans et puis très rapidement sont arrivées les compétitions, en poussin, en benjamin, en minime, Et puis, je sais pas, peut-être... Je crois que la première fois où j'ai verbalisé un objectif, c'était en 6e. J'avais écrit sur mon agenda, un jour, je serai championne du monde. D'accord. Donc, je devais avoir 12 ans. D'accord. Et du coup, d'être sur le ring, tu dis que tu étais une enfant assez en colère, et d'être sur le ring, qu'est-ce que tu ressentais de pouvoir justement te libérer, de pouvoir vraiment être libre sur ce ring ? Plus que la libération, en fait, c'est que la boxe m'a permis de comprendre que j'étais forte. C'est-à-dire, je ne suis jamais montée sur le ring dans l'objectif de faire mal ou même de gagner. C'était surtout un sport qui était difficile. On savait qu'on allait donner des coups et qu'on allait aussi en prendre. Donc, ça n'allait pas forcément être une partie de plaisir.
Et donc, pouvoir affronter tout ça, c'était de me dire, ah bah finalement, tu es forte. Donc, si tu es forte sur le ring, tu peux affronter aussi ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Et j'ai l'impression, du coup, que c'est plus... j'allais te demander, en fait, ce que tu ressentais avant les combats, après les combats, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu y allais... normalement, quoi. En fait, c'était un combat contre moi-même. Donc, je crois que jusqu'au dernier combat que j'ai pu faire, je me suis toujours posé la question, mais avant de monter sur le ring, mais qu'est-ce que tu fous là? À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime de donner des coups, d'en prendre? Enfin, qu'est-ce que tu veux te prouver? Et justement, c'est réussir à maîtriser tout ce questionnement et donc réussir à se mobiliser justement pour faire ce combat où là tu te dis ok, donc c'est une première victoire contre toi-même et donc c'est déjà quasiment gagné. Et ton ressenti après les combats, du coup, c'était quoi? Alors pendant longtemps, ça a été aussi énormément de déception parce qu'en tant que sportif, tu as été sportive. Oui. Donc à chaque fois, c'est se fixer des objectifs. Et donc on travaille énormément pour atteindre ces objectifs. Et une fois que tu les as atteints, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Comment je vais pouvoir me réinventer? Et donc voilà, donc à la victoire, succède une forme de déception. Mmh. Et contrairement, donc là pour le coup, la boxe c'est un sport individuel. Je sais que sur les sports collectifs, c'est très bon, il y a l'esprit d'équipe. On n'est pas seul, comme tu dis, on se fixe des objectifs, mais on est une équipe à se mobiliser pour l'atteindre. En boxe, la particularité, c'est que c'est un sport individuel, mais est-ce qu'il y a tout de même cet esprit collectif avec les gens avec qui tu fréquentais la salle? Justement, moi je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'effectivement on est seul sur le ring, mais ça reste un sport très collectif, c'est-à-dire qu'on a besoin de sparring partenaires pour s'entraîner, pour progresser. Même quand on est sur le ring, on a des hommes ou des femmes de coin. Bon, des femmes c'est beaucoup plus rare, mais on a des hommes ou des femmes de coin qui sont là pour vous conseiller. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la boxe, ce sont les gars de la salle qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont appris la technique propre à la boxe anglaise, avec qui j'allais courir en semaine ou même les week-ends. Donc, c'est pas un sport individuel. De toute façon, on ne se fait pas tout seul. Et ça, c'est important de le dire. Oui. On ne se fait jamais tout seul, que ce soit sur le ring ou dans la vie tout court. Et quel souvenir tu gardes de la... Donc toi, tu étais dans une salle de boxe à Ménilmontant, c'est ça? Oui. Quel souvenir tu gardes de tout ça, de tous tes débuts dans la boxe, dans cette salle, de tes entraîneurs? Alors déjà, les débuts ont été très très complexes parce que l'entraîneur ne voulait pas de moi. Il voulait pas entraîner les filles, donc il a fallu le convaincre. Mais comme je disais il y a un instant, j'ai eu de la chance de tomber sur des boxeurs qui m'ont pris sur leur aile, qui m'ont permis aussi de tenir jusqu'à ce que l'entraîneur veuille s'occuper de moi. Donc qui m'ont vraiment montré la technique propre à la boxe anglaise, qui m'ont embarqué avec eux pour les fractionner, pour les footings, qui étaient là aussi lors des compétitions et donc ça c'est juste extraordinaire et donc moi j'en garde un souvenir formidable et même encore maintenant c'est des gens que j'aime foncièrement. Ouais. Et comment la boxe c'est un métier c'est un sport qui est assez étiqueté masculin et tu disais que ton entraîneur voulait pas entraîner de filles. Comment tu as réussi à t'imposer toi en tant que fille? Comment on s'impose en fait dans ce milieu déjà le sport assez sexiste et encore plus masculin? Alors comment je me suis imposée dans ce club de boxe? J'ai été dure au mal, c'est-à-dire que j'étais aussi endurante qu'un garçon, je me plaignais pas, j'étais toujours à l'heure aux entraînements, je faisais exactement ce que faisaient les hommes, parfois même mieux qu'eux. Donc à partir de là, à partir du moment où tu montres que tu es capable, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas accepté. Et tu as quand même eu affaire à des comportements sexistes ou à des remarques, etc. Déjà, quand j'ai commencé à l'âge de 8 ans, donc il faut savoir que moi j'ai commencé la boxe, c'était à la toute fin des années 80, début des années 90, donc la boxe déjà n'était pas du tout à la mode. Donc il m'a déjà fallu convaincre ma mère qui voulait pas que sa fille pratique ce sport. Donc elle a fini par céder, elle n'a fait que de m'accompagner tout au long de ma carrière, donc ça c'était génial. Et puis ensuite c'est aussi vraiment le regard aussi que porte la société sur ce sport, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les parents,
Les femmes aussi de la cité, parce que, il faut aussi oser le dire, c'est-à-dire que les femmes aussi sont un frein à la pratique sportive pour les filles, les petites filles et même plus tard, parce qu'on est dans une reproduction aussi culturelle. Et c'est pas propre à la culture noire. Je le précise, c'est-à-dire que je côtoie différents milieux sociaux et à chaque fois il y a une résistance justement à la pratique sportive féminine. Surtout quand on fait de la boxe. Oui, c'est pas de la gym ou de la danse. Exactement. On est très attaché encore dans la culture française au sport où les femmes ne transpirent pas, où les femmes sont gracieuses, etc. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et moi, j'avais lu que c'était un milieu un peu sexiste, mais que c'était plus marqué dans la boxe anglaise que la boxe française. Comment t'expliques ça? Parce qu'au final, c'est deux sports... Alors déjà, il faut aussi dire que la boxe française était un sport très bourgeois. C'était un sport d'aristocrates, pratiqué aussi par les brigades du Tigre, etc. Alors que la boxe anglaise est déjà beaucoup plus connotée sport populaire. On a fait aussi une discipline qui permet de s'élever socialement. Moi, je me souviens de discussions avec mon professeur de boxe, Jean Roche, qui disait que certains boxeurs, en tout cas pendant la grande époque de ce sport, gagnaient en une fois ce qu'ils gagnaient en 2 voire 3 ans de travail à l'usine. Ah oui. Exactement. Et oui, à l'époque, on avait vraiment, la boxe était vraiment très très à la mode. C'est-à-dire que on allait à certaines réunions à certaines réunions, on avait des stars qui étaient au bord du ring. Oui. On avait les Belmondo, on avait les Delon, etc. Donc c'était un sport spectacle. C'était clairement le sport spectacle. Ouais. Et du coup, comment les rémunérations, etc. Comment ça se passait? C'était au combat, c'était. Alors bien sûr, c'était au combat. Alors donc je sais pas si tu parles de mon époque ou à l'époque justement du sport. À ton époque plus. Alors à mon époque, alors je sais qu'à l'époque, mon entraîneur aussi me disait, on allait faire la quête auprès des magasins, etc. Donc voilà, chacun mettait ce qu'il pouvait contre un peu de pub lors des réunions. Alors moi je sais que donc en boxe amateur, donc la boxe amateur c'est celle qui permet de participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est les fédérations qui ont le contrôle. Et donc là on est payé. Donc moi à mon époque c'était des primes, même si je ne participais pas aux Jeux Olympiques parce que les femmes n'avaient pas le droit d'y participer. Elles ont commencé à intégrer la boxe olympique, les Jeux Olympiques en 2012. Donc c'est très récent, exactement. C'est très récent la pratique féminine, exactement aux Jeux Olympiques. Et en plus, elles n'ont que 3 disciplines, 3 catégories de poids contre 10 chez les hommes. D'accord. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et donc là, bien sûr, c'est surtout des primes des résultats. C'est-à-dire donc du coup, vous aviez des primes même sans participer au... Alors moi, à mon époque, c'est-à-dire tu gagnes, tu es rémunéré en conséquence. Mais tu ne gagnes pas. Oui. Bah écoute... merci d'être venu. Merci d'être venu, oui. Voilà, oui, on peut résumer les choses ainsi. D'accord, donc 2012, les Jeux Olympiques pour la boxe féminine. Exactement. C'est fou. C'est vrai que quand on parle justement d'un sport, l'égalité pour tous dans la pratique sportive, c'est vrai que le sport, en tout cas, se dit très égalitaire, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui. Et on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'impression. J'ai découvert la boxe au JO 2012, mais surtout JO 2016, où on a eu tous les storytelling, où on a Brahim Asloum qui nous a vendu la boxe comme. C'était magnifique. Mais donc, toi, tu me disais que tu avais vu la boxe éclore en 2012-2013. Comment tu as vu la boxe évoluer? Comment tu as vu le regard que la société portait sur la boxe, justement, grâce à... Après, ce qui est formidable avec... alors, c'est vrai que là, on parle de la boxe en compétition, mais ce qui est aussi intéressant, c'est la boxe loisir. D'ailleurs, c'est le plus grand contingent de boxeurs, la pratique en loisir. Et la boxe, ça c'est formidable parce que c'est aussi un formidable défouloir. C'est-à-dire que la société est de plus en plus compliquée. Les gens ont besoin justement d'extérioriser toute cette violence, toute cette pression qui peut exister. Et c'est vrai que
Après une séance de boxe, voilà, on est vidé et on se sent bien. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, la boxe en compétition, c'est bien pour ceux qui permettent, qui y arrivent. Mais moi, je trouve que le sport devrait être accessible à tous dès le plus jeune âge. D'ailleurs, c'est un investissement, de toute façon. C'est un investissement pour la société. Parce que, pour ce qui est de la santé des individus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même le confort psychologique, mental des individus, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est vrai que ce serait formidable si le gouvernement pouvait investir dans toutes les disciplines. Oui, sur le sport pour tous, mais Exactement. Et ce que tu me disais, c'est que vous avez vu vraiment votre salle, notamment le club à Ménilmontant, se remplir après 2012-2013. Vous avez vu les gens venir Alors nous, un peu avant, mais c'est vrai que évidemment que les Jeux Olympiques sont un formidable outil promotionnel. Et donc après 2012 et surtout 2016, avec les succès d'Estelle Mosley, Tony Yoka et Sarah Oramund, ça a créé un véritable appel, et donc énormément de gens ont voulu s'inscrire dans les clubs. Et ce qui est formidable, c'est que cet afflux ne s'arrête pas. Donc voilà, pourvu que ça continue Mais ce que j'aimerais justement, c'est que les infrastructures se développent, qu'il y ait un véritable investissement, une véritable volonté politique de continuer à promouvoir la pratique sportive. Et quel était ton plus beau combat ? Mon plus beau combat, alors je crois que c'était en Italie. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile d'en choisir qu'un seul, mais c'était en Italie. C'était la finale de l'Union européenne. Okay. Je crois que c'était juste l'environnement, c'est-à-dire que c'était un combat en plein air, donc à quelques mètres de la mer. Et j'ai une adversaire que j'avais boxé déjà quelques mois auparavant, que j'avais battue. Et là, elle a joué son va-tout dès les premières secondes de la première reprise. Donc, mais elle m'est rentrée dedans. Et là, je sais pas, j'étais en me disant, laisse l'orage passer, monte ta garde. Et là, tu te dis, Et là, ça y est, tu commences à mettre la stratégie en place, et tu montes, tu envoies les coups, tu es précise, etc. Et là, c'est cette espèce de maîtrise justement du combat qui me laisse un souvenir formidable. Mais c'est aussi vraiment l'organisation, le fait d'être en bord de mer, en extérieur, tout ce contexte effectivement qui fait que ce combat me laisse un formidable souvenir. Mais après, il y en a eu. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Après, c'est toujours difficile de réduire une carrière de 20 ans en un combat. Ouais. Et ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, je pense que c'était une finale de championnat de France en catégorie junior. Alors là, c'était en boxe française, par contre. Et là où tu te dis, t'es en plein milieu de ton combat, et là tu te dis, pour le coup, mais qu'est-ce que je fous là ? Et tu sors complètement de ton combat. En fait, en gros, c'est la question qu'il ne faut jamais se poser. Avant le combat ? Pendant le combat, surtout. Parce que là, j'étais vraiment pendant le combat, et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Et là, tu sors complètement de ton combat. Donc, bien sûr, tu le perds. Mais oui, c'est vrai que c'est un questionnement qui ne m'a jamais lâché pendant toute ma carrière. De me dire, mais est-ce que je suis vraiment à ma place ? Oui. Parce que tu trouvais que tu n'étais pas à ta place ? Mais après, c'est toujours... je pense que c'est un questionnement qu'on a... en tout cas, moi, c'est un questionnement que j'ai vraiment tout au long de ma vie en train de me dire, mais à quoi ça rime de toujours devoir se battre pour tout ? Est-ce qu'on a véritablement envie de fournir l'effort ? Et après, c'est juste le fait que... En fait, c'est un questionnement, en fait... faut pas qu'il ait lieu au mauvais moment. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment, en termes de timing, c'était vraiment pas le bon timing. Ouais. Et alors, quelle est la différence entre la boxe anglaise et la boxe française, et pourquoi, en 2005, tu as décidé de passer de l'un à l'autre ? Alors, la boxe française, qu'on appelle aussi la savate, c'est une boxe pied-point. Donc, c'est les pieds et les poings. Et la boxe anglaise, c'est celle qu'on voit communément. C'est celle qui est pratiquée par Mohamed Ali, donc sa fille, Laila Ali, etc.
Et donc pourquoi en 2016 je décide de passer à la boxe anglaise, c'est que j'ai fait le tour. En boxe française, j'ai été 2 fois championne du monde. Et puis je m'ennuie, et puis j'ai besoin de me fixer de nouveaux objectifs. Et donc je passe à la boxe anglaise. Et en 2006, la blessure, assez grave. Là, c'est l'arrêt de ma carrière, et on se dit il va falloir se réinventer autrement, et comment. Et ça, ce qui est formidable aussi, c'est que finalement la vie est faite de rencontres, et donc ce sont ces rencontres qui vous ouvrent de nouvelles perspectives, de nouvelles portes, et c'est extraordinaire. Et au moment où tu te blesses, tu sais que c'est la fin de ta carrière? Absolument pas. Et comment ça s'est passé, la période de convalescence, le moment où tu as appris que du coup tu pourrais pas revenir? En fait, c'est que j'ai appris plusieurs mois après que j'allais plus pouvoir boxer, c'est-à-dire que la fédération me rend ma licence. Donc je me dis, génial, je vais pouvoir continuer à boxer. Et donc je demande à passer professionnel, parce qu'une fois que tu as tout gagné, ça sert à rien de refaire et prendre le risque de faire mal. Donc je me dis, allez, je passe en professionnel, il y a tout à faire. Et là, on me dit, non, on vous reprend votre licence. Et là, tu te dis, mais je comprends pas, vous me l'aviez rendu. Oui. Donc là, c'est vrai que c'est un peu le drame. Dépression, etc. Parce que c'est la boxe remplissait ma vie, quoi. Et finalement, je vais avoir l'opportunité de faire une grande école, et donc ça va occuper beaucoup de mon temps, de mon esprit, et de cette école encore, de nouvelles rencontres, la construction d'un nouveau moi. Donc c'est moi, en fait, c'est ça que j'aime, c'est se réinventer, aussi un peu apprendre dans la douleur, tiens. Je crois que j'aime, après, je vais pas dire, je suis pas masochiste, mais j'aime l'effort, pour atteindre ces objectifs. Et c'est quelque chose que tu avais imaginé, l'arrêt de ta carrière, on l'imagine, mais déjà sur blessure. Et la suite, au final, est-ce que ta reconversion, tu y avais déjà réfléchi, ou est-ce que de toute façon, tu t'étais pas vue autrement que boxeuse professionnelle? Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai jamais conçu la boxe comme un moyen pour m'élever socialement. Ça, c'est un mythe auquel je n'ai jamais cru. Et d'ailleurs, de toute façon, en tant que femme, on ne vit pas de sa pratique sportive. Donc ça, c'est important vraiment de le dire. Très peu de sportifs, et encore plus quand on est sportive, vivent de leur pratique sportive. Donc toi, t'étais comptable, c'est ça? Exactement. Moi, en parallèle, j'avais une activité en tant que comptable dans différentes boîtes. Donc c'est ce qui me permettait de gagner ma vie, d'être autonome, et de ne pas boxer pour vivre. C'est aussi très important de ne pas monter sur un ring juste pour manger, parce que là, pour le coup, on se met véritablement en danger. Donc avoir une activité professionnelle à côté, me donnait aussi cette liberté de pratiquer librement, ou même de m'arrêter. Et donc autre chose, moi je savais que j'allais reprendre mes études. D'accord. Après ma pratique. Les études de quoi? Alors au début, j'étais partie pour faire psychologie, parce que j'ai toujours aimé les sciences sociales. J'ai toujours observé les gens, j'ai toujours voulu comprendre justement les différents mécanismes aussi de domination. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours très 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 intéressée. Et donc mon objectif, c'était de reprendre en psychologie. Mais il y a une rencontre qui a fait que j'ai fini par intégrer Sciences Po. Et donc ça aussi, ça a été des années extraordinaires. C'était qui cette rencontre? Alors je sais que Sciences Po ouvrait ses portes aux sportifs de haut niveau. Donc ça a commencé en 2008. Et donc j'ai rencontré un membre de la Fondation Lagardère, donc qui participait au financement justement de ce cursus. Et en fait, j'ai vraiment adoré le discours de ce monsieur, parce que j'étais très hésitante. D'où je venais, Sciences Po était inaccessible. Et donc c'est vrai, il me disait, mais est-ce que c'est véritablement fait pour moi? Puis
Et là, il m'a dit, mais alors écoutez, on va pas y passer X temps, donc on y va ou on n'y va pas. Et là, j'ai vraiment reconnu le discours justement de l'entraîneur. Oui. Et là, je me suis dit, ok, tu me défies, et bien on va y aller. Tu t'es retrouvée de nouveau sur un ring. Exactement. Et c'est vraiment ça, parce qu'il a vraiment fallu être... il m'a vraiment fallu être endurante, dans le sens où il a fallu vraiment beaucoup apprendre, vraiment ingurgiter énormément d'informations et tenir sur la durée. Oui. Et ça aussi, ça a été vraiment un formidable challenge. Et j'avoue que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce cursus, parce que même si il y a des choses que l'on peut critiquer en termes de capacité d'apprentissage, en termes de capacité d'analyse, en termes de capacité de rédaction, etc. Il y a rarement d'aussi bonne école. Et en 2011, tu publies Dambé, qui a été adapté ensuite au cinéma et en au 2014. Théâtre, oui. Comment t'en es arrivée à écrire sur ton histoire? Pourquoi avoir... ça aussi, c'est une rencontre. C'est pour ça que je dis que les rencontres sont très, très importantes. Et surtout quand on vient d'un milieu pauvre comme le mien. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir. Quand vous êtes noir, en plus quand vous êtes une femme, en plus que vous venez d'un milieu défavorisé, c'est-à-dire que là, vous cumulez, vous avez très peu d'opportunités. Oui. Et donc, quand vous avez des opportunités, faut les saisir. Et c'est des opportunités que tu penses avoir eues grâce à grâce au fait que tu sois sportive de haut niveau? C'est des gens que tu as rencontrés sur ta carrière? Alors, que j'ai rencontrés pendant et dans l'après-carrière. Mais à côté de ça, je pense que c'est une question aussi d'instinct, puis être ouverte aussi. Parce que concrètement, des rencontres, t'en fais pas si t'es dans ton coin, replié sur toi-même, etc. Donc voilà, je pense que l'instinct joue beaucoup, et en tant que sportif, en tout cas en tant que boxeuse, il faut avoir de l'instinct. Et donc il y a cette rencontre qui fait que j'ai une éditrice qui voit mon portrait, parce que j'avais participé à un livre qui s'appelle Corps et âme de Sandrine Retailleau. Donc Sandrine justement prospectait des maisons d'édition pour faire publier son livre. Et là j'ai une éditrice, Mireille Paolini, qui tombe sur mon portrait, qui dit à Sandrine, écoutez, on publie pas ce genre d'ouvrage. Par contre, j'ai vu un portrait dans ce livre qui m'intéresse, et donc si vous pouvez me donner les coordonnées de la personne. Donc en l'occurrence, c'est moi. Et donc je vais rencontrer comme ça Mireille Paolini. Donc au début, je vais lui dire, écoutez, la proposition d'écrire un livre sur moi ne m'intéresse pas. Donc il va me falloir plusieurs mois avant d'accepter. D'accord. Et donc entre-temps, je vais aussi rencontrer Marie Desplechin. Avec qui tu as écrit le livre? Avec qui, j'ai coécrit Dambé, parce que tout au début, je devais travailler avec une journaliste, mais la manière de procéder ne me convenait pas. En gros, elle voulait que je me raconte, et elle écrivait le livre. Et je voulais pas être une spectatrice passive. Exactement, je voulais pas être je voulais pas être passive, en tout cas dans le processus d'écriture. Et donc, avec Marie, ça a été vraiment un formidable travail, parce qu'elle avait l'expérience de l'écriture. Et donc, donc pour moi, c'était vraiment très, très facile de m'accrocher à la locomotive que c'était. Et de voir ensuite le film, de voir ton histoire à la télé, de voir tout ça. Tu l'as vu avec qui la première fois? Alors la première fois, déjà c'est hyper violent comme passer de l'écriture à l'image. Parce que là pour le coup, on se prend directement la chose à la gueule. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile à digérer. Et donc la première fois que j'ai vu le téléfilm, j'étais avec mon oncle, Issa, dont je parle dans le livre. Et donc on était à la fois fiers parce que pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une manière aussi de rendre immortels les morts, de les ramener à la vie. Donc ça, c'est formidable. Et puis c'était aussi très intéressant de voir des noirs à la télé, mais pas dans des rôles habituels. C'est-à-dire que là, c'est une famille qui se bagarre pour garder sa dignité.
Et donc c'était formidable ce cas de figure. Et puis aussi c'est un film où les personnages parlent bambara. Donc c'était aussi dire qu'on peut être français, mais parler une autre langue, en l'occurrence une langue d'Afrique de l'Ouest. Et ça aussi en termes de message, c'est formidable. Donc c'est un film qui est à la fois social, politique, sans s'en rendre compte. D'accord. Et ça, ce sont des éléments qui sont très intéressants et je suis vraiment contente que le réalisateur ait accepté parce qu'au début, c'est vrai qu'ils n'étaient pas partants pour le bambara. Oui. Et je leur ai dit, écoutez, c'est juste pas possible. Ça fait partie de... Voilà, c'est juste pas possible de faire un film sans que le personnage principal parle le bambara. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en 2016, tu publies Mba. Mba, exactement. Et donc là, c'est donc c'est parler justement des femmes d'Afrique de l'Ouest à travers la figure de ma mère, parce que c'est très important que l'on se rapproprie nos histoires. Donc là, il est encore question de transmission, il est encore question de dignité, il est aussi question de... d'émancipation, bien évidemment, de féminisme, de donner la parole justement à des personnes qu'on invisibilise, c'est-à-dire, j'ai pas besoin que vous racontiez nos histoires, on va le faire par nous-mêmes, de l'intérieur, on va donner notre propre version. Donc voilà, c'était important justement que ce livre, en tout cas pour moi, existe. Et tu es une personne très engagée. Moi, là récemment, là, tu tournes sur une pièce de théâtre qui s'appelle Sur la route. Exactement. Tu peux nous raconter un peu comment tu en es venue à déjà faire du théâtre et pourquoi c'est si important pour toi d'utiliser ta voix pour passer les messages que vous passez? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, comme je te disais, j'étais très en colère et j'étais incapable de verbaliser tout ça. Et que là, maintenant, en fait, j'ai la chance qu'on m'offre l'opportunité, justement, de pouvoir dire de pouvoir prendre la parole. Et donc, c'est vrai que la rencontre avec Anne Vouté, donc, qui est l'auteur de la pièce Sur la route, qui traite des violences policières, s'est faite sur le terrain. J'intervenais à la maison des quartiers des Fougères, donc devant un auditoire quasiment composé que de femmes. Et donc je parlais justement de sexisme, de thématiques qui nous concernent particulièrement. Et il s'est avéré qu'elle était dans le public. Et c'est suite justement à cette intervention qu'elle m'a contactée quelques jours plus tard pour me proposer ce projet. Et moi qui soutient le combat d'Assa Traoré suite à la mort de son frère Adama, je trouve que qu'il est important justement de porter la voix justement de tous ces sujets, de tous ces leviers justement de domination envers des hommes, surtout noirs, des hommes noirs de quartiers défavorisés. Il faut dire les choses. Voilà, il faut dire les choses. Il faut pas qu'on ait peur de dire les choses. Je sais que certains se disent, c'est se fermer des portes. Je sais qu'on a tendance effectivement à avoir un discours très policé en se disant, en plus en tant que sportif, si on veut avoir des contrats publicitaires, vaut mieux avoir une... Non, parce que moi j'ai fait le calcul très très simple, c'est que le fait justement de mettre tout ça à distance, c'est qu'on finira à un moment donné par être touché par tout ça. Donc autant mener le combat. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, on finira par être touché, par être concerné par ces problématiques. Et moi, j'étais très étonnée, justement, après l'affaire Théo. J'avais eu une discussion avec mon frère, justement, sur les violences policières. Et là, pour la première fois, mon frère me disait, mais attends, Aya, tu te rends pas compte, je me fais contrôler plusieurs fois par semaine par la police. Tu réalises, tu le découvres à ce moment-là ou tu savais avant que... Alors je savais, mais c'était quelque chose qui était finalement très éloigné de moi, parce qu'en tant que femme, on n'est pas directement concerné par ces problématiques, on va pas se mentir. Et là, mon frère qui me dit, Maya, bien sûr, tu sais, moi je suis contrôlée plusieurs fois par semaine par la police. Et là, je me dis, attends, mon frère, là, qui à l'époque avait 37 ans, qui est père de famille et qui est vraiment,
Il me dit, lui contrôlé par la police plusieurs fois par semaine. Et là, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on se rend compte de l'arbitraire, enfin de l'injuste, etc. Et je me dis, mais tu peux pas, en fait, on ne peut pas rester silencieux face à ces problématiques. C'est juste pas possible parce que, comme je dis, ça commence effectivement par des petites choses qui ne nous concernent pas directement, mais à un moment donné, ça va nous, justement, à force de faire des compromissions, on va finir par être touché. Et de toute façon, l'actualité, même l'actualité en ce moment, on nous dit que, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, nous sommes concernés par toutes ces problématiques. Quelle a été ta plus grande satisfaction en tant que femme athlète de haut niveau? Ma plus grande, j'avoue que je suis pas quelqu'un qui fait des bilans, en cours de trajet comme ça. Parce que moi, pour l'instant, je me suis pas arrêtée. Enfin, je trace. Voilà, je trace. Je fais ce que j'ai à faire. Alors, bien sûr, des fois, je me trompe, mais voilà, je trace. Donc, plus grande satisfaction, si je dois faire, je me dis, de plus en plus de femmes pratiquent ce sport. Donc déjà, voilà, ça, c'est un progrès. Mais je trace. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Comment t'imaginais ton avenir quand tu étais petite? Au fait, moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais vraiment dans j'étais vraiment toujours dans l'immédiat. C'est-à-dire, je pensais surtout demain, j'étais jamais dans la projection à court terme, voire à long terme. Voilà, fallait toujours pallier à l'urgence. Ouais, fallait toujours pallier à l'urgence. De toute façon, c'est aussi comme ça que ma mère vivait. C'est-à-dire qu'elle, c'était toujours une projection à très court terme. Il faut payer le loyer, il faut mettre de quoi manger dans les gamelles. Donc, on n'a jamais véritablement été dans une espèce de projection à long terme. Enfin, ça n'existait pas chez nous et c'est vrai que j'ai tendance à reproduire ce schéma. Et quelles ont été quand je t'écoute, j'ai l'impression de connaître la réponse, mais quelles ont été tes inspirations, les personnes qui t'ont le plus inspiré, dont tu... Alors moi, c'est vrai que j'ai jamais été le genre de personne à coller des posters chez moi. C'est-à-dire que c'est toujours, mais attendez, enfin non, moi c'est les héros ordinaires, c'est-à-dire que des gens qui triment pour les autres, quoi. Moi, ça a été ma mère, bien évidemment, qui a toujours été voilà, on n'a pas le temps de se plaindre, on n'a pas le temps, même si ça a été, sur certains aspects, c'est assez difficile, parce que des fois, tu as envie de dire, ok, j'en peux plus, je suis fatiguée, etc. Mais bon, voilà, faut pas aller à l'urgence, on n'a rien sans rien, donc faut travailler, faut surtout pas perdre sa dignité. Voilà, c'est pour ça que le Dambé est quelque chose d'omniprésent dans mes écrits. Parce que Dambé, ça veut dire dignité si on doit vraiment trouver un mot qui traduit, qui s'approche le plus de Dambé, c'est dignité en français. Mais après, le Dambé, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire plus je vieillis, plus je rajoute justement des éléments au Dambé. Mais le Dambé, c'est aussi une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse qui s'acquiert avec l'âge, avec l'expérience, aussi une capacité à observer, à écouter. Donc, ce qui nous vient aussi de nos ancêtres, de notre histoire. Je pense que c'est pour ça que c'est si difficile de donner une définition. C'est ce genre de termes, en fait, qui se réfèrent à pas des idéaux, mais des principes qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Exactement, et c'est vraiment aussi le respect de ce que l'on est, de qui l'on est, de nos histoires, de notre humanité aussi, et puis même la manière dont c'est constitué, la manière dont c'est aussi constitué nos sociétés. Parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment une leçon que m'a vraiment donnée ma mère. Je me suis rendu, vraiment avec l'expérience, mais vraiment très récemment, je me suis rendu compte. C'est vrai que ma mère m'a toujours dit, en fait, le Dambé, en tout cas le clan n'avait pas pour but, en tout cas le pouvoir, c'était pas, on n'était pas censé s'en servir pour dominer l'autre. En tout cas, celui qui était le plus faible. Justement, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que voilà, le clan, c'était aider, vraiment porter justement les plus faibles. C'est-à-dire que c'était vraiment en fait une pensée très collective. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi une conception qui peut aussi, qui concerne aussi nos sociétés occidentales, où on est vraiment dans une vraie, ou l'individualité en tout cas, ce tissu social se délite de plus en plus, etc. Donc voilà, donc même les sociétés occidentales ont beaucoup appuyé dans nos cultures, en tout cas dans la culture d'Afrique de l'Ouest. Si tu pouvais choisir ton dernier combat, ce serait contre qui? Je préfère dire pour qui, pourquoi.
Non, mais c'est le combat qui est mené actuellement. Alors, même avant les gilets jaunes, parce que là, pour le coup, on est en train... Mais c'est vraiment contre les inégalités pour que, en tout cas, chaque individu, peu importe son milieu social, en tout cas, moi, j'en ai un milieu social pauvre, mais c'est surtout que chacun puisse rêver, en tout cas, créer de l'espoir, même pour ceux qui... créer de l'espoir, en tout cas, pour les plus jeunes, parce que finalement, tous les combats que je peux mener, c'est surtout en direction des plus jeunes. Comme ma mère, à un moment donné, elle avait à peine 50 ans, qu'elle disait nous, ça y est, c'est fini, quoi. Donc pour les autres, c'est pour ceux qui arrivent. Voilà, c'est pour ceux qui arrivent. Donc c'est vrai que si je pouvais, collectivement, bien sûr, parce que ce n'est pas le combat d'un seul individu, mais si on pouvait conscientiser les plus jeunes. Sur ce qu'ils sont, sur leur capacité à être et à faire, ce serait formidable. Et quel mot tu aurais justement pour cette jeune fille qui rêve de vivre de son sport? Je sais qu'en boxe, on n'en vit pas forcément, on a toujours son... Mais du coup, quel mot tu aurais pour cette jeune fille qui se rêve? Moi, j'ai juste envie de dire, c'est sois curieuse, regarde le monde, mais surtout ne t'enferme pas. Et sinon, moi c'est ce qui m'a vraiment sauvée, la curiosité. J'ai toujours été intéressée par l'autre, par sa manière de vivre, de dire. Regardez le monde. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ni lu, je vous recommande fortement le livre et film d'Ambé la tête haute qui raconte l'histoire d'Aya. Dans le prochain épisode, je recevrai Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. Aujourd'hui, Laurence vient en aide aux femmes victimes de violences grâce à sa fondation Fight for Dignity. Elle vient d'ailleurs de lancer une campagne de crowdfunding pour pérenniser son action. À très vite.